Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez d'un bonus à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Tu veux revenir sur un décès, un écrivain belge, le père du personnage Bob Moran, décédé hier à l'âge de 102 ans. Oui, un âge vénérable, 102 ans, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais au point même, je le confesse, où j'étais surpris d'apprendre qu'il vivait encore. Mais quand j'ai appris son décès, j'étais frappé, j'ai eu un choc, parce que Bob Moran, ce personnage qui, il y a 200 romans qu'Henri Verne a consacrés à Bob Moran, comme personnage, avec son acolyte Bill Ballantine, c'est, pour moi, c'est une lecture d'enfance, et c'est le genre de lecture d'enfance qui, me semble-t-il, est aujourd'hui porteuse d'une forme de... c'est des anticorps devant la débilité des temps présents. C'est-à-dire que Bob Moran, c'est quoi? C'est l'esprit d'aventure. C'est le courageux. C'est celui qui vénère l'amitié. C'est celui qui n'a peur de rien. C'est celui qui transgresse les interdits. C'est celui qui, devant l'adversité, ne se met pas à pleurer puis à se lamenter, mais décide de prendre sur lui pour traverser les événements. On est devant un personnage qui est comme, d'une certaine manière, l'anti-woke par excellence. Et dans notre époque, qui, justement, a tendance à réduire la masculinité, à réduire la virilité, à cette espèce de catégorie étrange qu'est la masculinité toxique. Autrement dit, derrière le concept de masculinité toxique, il y a finalement que la virilité est toxique. Eh bien, on se retrouve avec ce personnage, Bob Moran, rendu vivant par Henri Verne, devant une espèce de personnage qui tranche avec l'époque, qui est une formidable initiation à la lecture et qui peut conduire ensuite aux Trois Mousquetaires et ainsi de suite. Mais Mathieu, est-ce que Bob Moran est exactement le typique masculin toxique, là? Pour les yeux d'aujourd'hui, un pilote d'avion qui conduit ses voitures sport musclées, a peur de rien. Quand on voit aujourd'hui la définition, on regarde un peu la définition qu'on nous propose du masculin toxique, c'est qu'en fait, le masculin toxique, c'est le sous-entendu de cette espèce d'idéologie dominante, c'est qu'on considère que, par exemple, l'idée de prendre sur soi dans l'épreuve, de ne pas tout de suite s'effondrer en larmes, de garder ses sentiments les plus intimes pour l'intime, justement, de ne pas être dans la confession perpétuelle, d'être capable d'affronter la meute ou la foule lorsqu'il y a une situation difficile. Cette espèce d'idée que la vie est une aventure aussi. La vie n'est pas simplement un statut de fonctionnaire normalisé jusqu'à la fin des temps. La vie est une aventure d'une manière ou de l'autre. Et ça, ce sont des choses qui relèvent de l'imaginaire de Bob Moran et qui tranchent un peu, me semble-t-il, avec cette espèce de sensiblerie dominante qui, aujourd'hui, fait en sorte que lorsque l'homme est porté par un tel désir d'aventure, donc ça comme ça, de conquête, on se dit toujours qu'il y a derrière lui quelque chose comme une créature un peu louche qu'il faut rééduquer. Donc c'est pour ça que moi, ça m'a fait d'un coup, c'est remonté à ma conscience comme ça. J'étais petit, je les avais tout lus. Hein. Je voulais les lire, mon père les avait tout achetés, je lisais ça à temps plein. Et d'un coup, ça m'est revenu à l'esprit pourquoi ce personnage m'avait marqué aussi favorablement, mais peut-être que ce grand contraste, d'une certaine manière, entre ce que l'on pouvait être, et ce qu'on pouvait souhaiter être, et ce qu'aujourd'hui, apparemment, ce qu'il faudrait être pour plaire à l'époque. Parce que, est-ce que tu imagines ce genre de personnage-là comme un des plus populaires de nos jours? Admettons, chez les enfants, il reste des super-héros là qui ont peur de rien, mais est-ce que c'est des personnages, un style de personnage qui est en voie d'extinction? Non, mais ça, c'est mon côté appelons ça marvelo-sceptique. C'est-à-dire que moi, quand les super-héros ont besoin d'avoir des super-pouvoirs, autrement dit, ils n'appartiennent plus à l'univers de l'humain. Moi, ce qui me plaît, me semble-t-il, c'est lorsqu'un homme, ou une femme, évidemment, chacun dans son domaine, mais lorsqu'un être humain se dépasse. Si on a besoin pour se dépasser de devenir une espèce de, d'avoir des pouvoirs de disparaître, de cracher du feu, ou les différentes possibilités Marvel d'aujourd'hui,
je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans, comme si on basculait à l'extérieur de la figure classique de l'héroïsme occidental, disons ça comme ça. Donc j'ai rien contre les affaires de magie, là, ça m'amuse dans les films, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau néanmoins dans cette figure classique de l'homme qui s'est éprouvé au combat, au conflit. Et heureusement, aujourd'hui on n'a plus à faire ça. Aujourd'hui on n'est plus en guerre, aujourd'hui on n'a plus à risquer sa peau. Mais cela dit, aujourd'hui on est dans une époque qui mériterait peut-être de valoriser le courage civique. On est dans une époque qui mériterait qu'on valorise la capacité de défier la meute quand tout le monde décide de penser quelque chose par effet de conformisme. Eh bien, quelqu'un qui a le courage de dire le contraire de ce qu'il faut dire si on veut être bien vu en société, ça me semble pas trop. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui parle, me semble-t-il, à l'imaginaire naturel du jeune garçon. Mais puisqu'aujourd'hui, apparemment, comme j'ai dit, ce sont des vertus qui sont plutôt disqualifiées, eh bien, il faut peut-être quelquefois puiser dans des personnages autres pour les retrouver. C'est pour ça que j'évoquais tantôt les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est que ça aussi, ça, c'est l'éthique de la camaraderie, c'est l'éthique de l'amitié, c'est un pour tous, tous pour un. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Et j'ai l'impression que ce sont des vertus qui sont moins à la mode aujourd'hui, disons ça comme ça. Mais avais-tu, je demande, le jeune Mathieu Bock-Côté, et au-delà de Bob Moran, qu'est-ce que tu lisais? Qu'est-ce qui t'a marqué à cette époque-là? Tes grands héros? D'accord, là, ce sont des confessions, là. C'est-à-dire que comme tout jeune enfant, j'aimais les films d'action, donc, puis à peu près toujours, ce qui me plaisait, c'était de Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger et tout ça, je parle des films, là, où c'est toujours le même récit, finalement. Voilà un homme, un patriote, un homme qui aime son pays, mais les institutions ont tout abandonné, et il prend sur lui de sauver son pays. Ah, ça, je trouvais ça magnifique, hein. Ça, c'est toute une série de films, c'est toujours le même film, je pense qu'ils sont d'une médiocrité. Oui, ça se ressemble toujours pas mal. Mais on embarque toujours. Ben voilà. Ensuite, le point de passage, Bob Moran est là. Ensuite, vu que je m'intéressais quand même à la guerre et tout ça, je lisais un truc qui s'appelait l'Encyclopédie des armes. Ça me permettait de connaître l'histoire des armes et de la guerre. Et il y avait aussi Tom Clancy, Robert Ludlum. Donc tous les grands, John le Carré un peu moins, mais c'est le grand roman d'espionnage. Encore une fois, c'est le grand contexte, c'est l'aventure qui se présente. Puis ensuite, j'ai basculé assez rapidement dans la littérature un peu plus convaincante peut-être, mais je garde à l'idée que je me serais peut-être pas rendu dans la littérature qui me plaît tant aujourd'hui, et vers l'histoire qui me plaît très rapidement. L'histoire du Québec a pris une place immense dans ma vie. Si je n'avais pas commencé d'abord par un personnage à la hauteur d'un garçon de 9 ans, 10 ans peut-être, et qui trouvait là une manière probablement de nommer des aspirations enfouies ou difficiles à formuler quand on est un jeune homme. Et c'est pour ça que là-dessus, je regarde tout cela, je regarde cette part d'enfance avec une immense tendresse, je dois le confesser. Donc t'es pas des années pas de patrouille, là, t'es trop vieux. Hein. Non, j'ai 40 ans, non, tout ça me semble un peu étrange. Mais non, comme tout le monde, j'étais Astérix, Lucky Luke et ainsi de suite. Mais quand je sais que ça, je le suis encore, mais il y a quelque chose là-dedans, c'est mon côté années 80, hein. C'est né en 1980, on appartient encore au vieux monde encore un peu. Oui, absolument. On est les derniers de ce vieux monde. Oui, exactement. On est les derniers héritiers de ce vieux monde, pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a quelque chose dans tout cela. Je pense que c'est la nostalgie naturelle de tout homme d'avoir une tendresse pour son enfance. Mais dans les circonstances, j'ai tendance à croire qu'il y a peut-être là des ressources encore disponibles pour notre temps. Très intéressant. Donc, effectivement, Henri Verne qui décède. Je dis quand même parce qu'il avait dit, alors qu'il avait 93 ans, je voyais en 2012, il disait, si on arrête, on est mort. Alors, je sais pas s'il avait arrêté récemment d'écrire, là, mais quand même, âge vénérable de 102 ans. Et je vois que son histoire, honnêtement, est à lire aussi parce qu'on dit qu'il est, évidemment, né en 1918, mais élevé par ses grands-parents. Il a été, on dit, tombé sous le charme d'une Chinoise rencontrée dans le port d'Anvers. Ensuite, il a eu une relation avec une agente du MI6, travaillé comme espion. Alors, toute une histoire lui-même. Alors, peut-être une biographie à lire aussi. Absolument. Il a écrit ses mémoires, d'ailleurs, je crois, il y a 2 ans. Bon, à lire. Mathieu, merci beaucoup. On se reparle demain. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire.
Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez de bonnies à la location allant jusqu'à 1000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors on parle, et c'est un sujet très d'actualité aujourd'hui avec l'arrivée massive de vaccins au Canada, là, de sorte qu'on en a trop déjà de vaccins au Canada et au Québec. Faudrait que ces vaccins trouvent preneur. On est un peu freiné par ceux qui n'en veulent pas pour différentes raisons, incluant les anti-vaccins, dont les mouvements s'installent un peu partout dans le monde, incluant en France. Oui, alors ça, c'est une chose que je trouve de plus en plus inquiétante, c'est-à-dire qu'il y a des réserves. En fait, il peut y avoir des raisons individuelles et médicales qui font en sorte qu'un médecin, quand je le comprends, dirait peut-être pas vous, bon. Mais la question anti-vaccin, des anti-vax devient une question politique, qui dépasse largement les marges aujourd'hui. Ça devient, pour toute une mouvance, le lieu de canalisation d'une forme de défiance envers les institutions, défiance envers les institutions politiques, défiance envers les entreprises, défiance envers les pharmaceutiques, défiance envers les médias. Et à partir de là, on se retrouve donc avec un problème politique nouveau. C'est-à-dire que la sortie de la pandémie, tous en convenaient, me semble-t-il, tous les esprits éclairés, c'était la vaccination massive. Puis j'ai souvent dit, puis je redis, moi, l'admiration incroyable, l'émerveillement devant le fait qu'on était capable de trouver aussi rapidement des vaccins pour être capable de neutraliser la COVID. Bon. Mais le fait est qu'avec une mouvance politique qui se constitue comme telle, le vaccin devient le symbole dans l'esprit des anti-vax radicaux. Je parle pas des gens ordinaires qui ont des réserves sur les passeports sanitaires ou qui ont des réserves sur même la vaccination obligatoire à la rigueur. Je parle de ceux pour qui le vaccin en lui-même est un problème, et il y en a. Eh bien, c'est que le refus du vaccin devient le symbole, paradoxalement, dans leur esprit, d'une défense des libertés, d'une défense du droit pour l'individu d'agir selon sa conscience, mais c'est une falsification des libertés. Parce que même les libéraux, au sens philosophique du terme, ou même les libertariens, les plus intelligents, les plus brillants, les plus éclairés, conviennent que la santé publique est par définition un problème qui n'est pas individuel, qui conviennent que le propre de l'épidémie, c'est d'exiger une forme d'action collective, que la condition pour que l'individu puisse valoir ses libertés, c'est qu'il n'y ait pas de menace pour chacun, pour sa santé, pour le système, pour les institutions sociales, pour le système de santé, et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression qu'en voyant cette mouvance se constituer aujourd'hui, qui canalise toute une série de pathologies politiques et idéologiques et culturelles, eh bien, on est en très bon. C'est un révélateur d'un dysfonctionnement de notre société, mais la laissant se constituer comme telle, j'ai l'impression que finalement le plus grand obstacle dans la sortie de l'épidémie, ce sont des gens qui paradoxalement ne tolèrent plus d'aucune manière les contraintes qu'elles nous ont obligés à appliquer. Donc c'est une forme de paradoxe. L'épidémie leur a été insupportable. La pandémie, je les comprends, on les comprend tous. Mais paradoxalement, le moyen qu'on a pour en sortir, c'est ils le refusent parce que dans leur esprit, finalement, ou dans l'esprit de certains d'entre eux, il n'y a jamais eu de pandémie finalement. Tout cela était exagéré. Et pour eux, la vraie voie de sortie, c'est de dire que finalement, tout cela n'a pas eu lieu, ce qui est quand même un pari quelque peu improbable. Oui, donc ça devient un peu le truc facile pour pouvoir avoir l'impression de combattre tout l'establishment, les médias, le gouvernement, et tout ça en allant tout simplement pas se faire vacciner. Donc c'est une belle technique simple de se sentir comme un grand combattant. Oui, qui ne demande aucun effort. Avec ce paradoxe qu'on se retrouve devant des gens qui disent on défend nos libertés, on défend notre civilisation, on défend notre art de vivre et tout ça. Alors moi, le pass sanitaire, je l'ai pas caché, je suis globalement contre ça. Je pense que s'il est inévitable entre les pays, dans un pays, l'idée de présenter à chaque endroit son petit contrôle d'identité, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est contraire avec les codes de base de notre civilisation. Mais pour éviter justement d'arriver à cette société de contrôle, cette société de la vigilance, la société de la délation, de la dénonciation de tous par tous, il y a une étape à franchir. Et là, c'est à ce moment-là que me semble-t-il que même, on peut être très critique envers le système. Personnellement, je suis très critique envers nos institutions politiques, envers le discours médiatique, tout ça, ça va de soi. Mais me semble-t-il que s'il y a une chose qui est au cœur de l'héritage et de la dynamique des sociétés occidentales, de la civilisation occidentale dans ce qu'elle a de mieux, c'est la croyance, me semble-t-il légitime, la conviction que la science, véritablement, elle tâtonne, évidemment, elle peut faire des erreurs, mais globalement, c'est quand même le plus grand mode de progrès des sociétés humaines. Et ce que l'on voit, me semble-t-il, c'est qu'on a des gens qui ont une forme d'obscurantisme nouveau,
qui se retournent contre la science, comme si la science était finalement instrument d'oppression, d'aliénation, comme si finalement il ne fallait plus croire même les consignes élémentaires qui naissent d'un travail pourtant rigoureux. Et je trouve ça paradoxal, c'est-à-dire que me semble-t-il que s'il y a bien des choses qu'on peut critiquer dans le monde occidental d'aujourd'hui, les progrès de la médecine, les progrès de la vaccination, les progrès qui touchent justement cet univers sont ceux qu'on devrait unanimement saluer. Or, on se trouve devant des gens qui se défient tellement du système que peu importe ce qui est présenté par le système, entre guillemets, ils le refusent, même lorsque ça se dérobe aux catégories idéologiques et politiques ordinaires. On n'est pas, de ce point de vue, me semble-t-il, l'erreur, ça c'est l'erreur des mouvements dits populistes. Hein. C'est-à-dire que moi, je diabolise pas tous les mouvements populistes. Je pense qu'ils expriment souvent une critique très légitime de nos institutions, de dérèglement de nos élites. Mais quand le refus du discours des élites, quand le populisme devient systématique, lorsqu'il devient absolu, eh bien, ça l'amène à douter de tout ce qui vient d'en haut. Et qu'on le veuille ou non, les vaccins, ça vient d'en haut, ça vient d'une recherche de pointe, ça vient d'une recherche très élaborée, ça vient d'une recherche très fine en laboratoire, c'est mené par des esprits incroyables qui comprennent des choses qui échappent au commun des mortels. Eh bien, quand on refuse à tout prix la logique l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de bon qui naisse des élites scientifiques dans ce cas-là, eh bien, on tombe dans une forme de défiance. Et avec une chose qui me semble assez condamnable, quand on a des chefs politiques qui nous disent, il y en a quelques-uns, qui nous disent moi je me fais vacciner, mais je veux pas me prononcer sur cette question-là parce que ça relève de la liberté de conscience de chacun. Non, ça je trouve que c'est ne pas assumer ses responsabilités. Que le chef politique dise je ne veux pas rendre ça obligatoire, c'est une chose, très bien. Que le chef politique dise c'est une question de pure liberté de conscience, c'est pas seulement une erreur politique, c'est une faute morale. Parce que dans les circonstances, ça consiste à présenter de manière fallacieuse la question de l'épidémie comme une simple question individuelle, alors que le propre d'une sortie d'épidémie, c'est une action collective qui permet d'assurer une forme d'immunité collective, ce que permet le vaccin. Donc je pense que les leaders politiques qui, au Québec ou ailleurs, se contentent de dire « je me fais vacciner, mais je dis pas aux autres quoi faire », ils prétendent se réfugier derrière les libertés individuelles. Dans les faits, ils essaient de flatter une base, ils ont peur qu'elle se retourne contre eux, et ils ne servent pas le bien commun, l'intérêt national. Oui, parce que surtout, il y a quelques personnes comme ça qui vont dire « ah, mais moi, je pense pas que je devrais donner mon avis là-dessus », mais c'est des gens qui donnent leur avis sur n'importe quel sujet. Là. Sur pas mal d'affaires. Alors, tu sais, c'est assez fascinant que ce soit la question, c'est la question quand même par laquelle nos sociétés vont être capables de retrouver une saine normalité, une belle normalité, une heureuse normalité, la normalité des jours heureux. Eh bien, là, soudainement, ils n'ont pas d'opinion là-dessus, ils disent c'est purement individuel. Ben là, un instant, là, c'est comment ne pas y voir une fuite? Comment ne pas y voir une manière de pas assumer ses responsabilités? Puis, je le redis parce que pour moi, la chose est fondamentale. C'est qu'on est en train de une forme d'éclatement de la raison à travers ça. C'est que si on ne veut pas de passe sanitaire, si on ne veut pas de vaccination dite obligatoire, eh bien, il faut qu'il y ait une vaccination massive et volontaire qui s'opère. On lisait dans Le Devoir aujourd'hui que dans certaines écoles à Montréal, souvent liées à certaines communautés culturelles, il y a une plus grande méfiance envers le vaccin par ailleurs. Mais normalement, ce qu'on doit souhaiter, c'est que les élites de ces communautés-là prennent la responsabilité, le discours de dire notre communauté doit aussi se faire vacciner. Chaque élite, quel que soit le milieu culturel, social, économique, doit prendre cette responsabilité. Mais nos élites politiques ont la responsabilité du bien commun. Et se réfugier dans une espèce de posture pseudo-libertarienne en ce moment, qui n'est même pas le libertarianisme éclairé, pseudo-libertarienne en disant « ah, ben là, c'est une question de pure liberté individuelle ». Non, on n'est pas là-dedans. En ce moment, c'est à ce moment qu'il nous demande. Le propre de l'action politique, c'est une action collective. Et dans les circonstances, si la classe politique elle-même, si les figures de la classe politique se dérobent à tout cela et alimentent, parce qu'ils croient en faire une espèce de créneau politique, alimentent une méfiance, non seulement contre Big Pharma, OK, critique légitime, mais contre les progrès authentiques de la science, c'est-à-dire un vaccin qui permet à nos sociétés de retrouver la normalité, ça, je me dis, cette classe politique-là alimente une mouvance qui verse aujourd'hui dans une dynamique régressive. Oui, parce que de se battre contre les mesures, si on retourne dans des mesures sévères, parce que l'épidémie a repris de la vigueur au Québec, parce que ça se promène partout dans les non-vaccinés, et que là, ceux qui souhaitaient pas la vaccination, là, ils vont se battre contre quoi? Là, les mesures, se battre contre le vaccin. Dans le fond, tout ce qu'ils défendent, c'est le droit que les gens meurent, là. Sans intervention de personne. Non, mais c'est paradoxal. C'est que là, moi, je suis de ceux qui considèrent, puis ça, je le dis, puis c'est pas... D'ailleurs, là-dessus, il faut être un peu constant.
Moi, je suis de ceux qui n'accepteraient pas la possibilité de retour au confinement. Le confinement était légitime dans la mesure où il était exceptionnel. Le confinement n'est pas une mesure normale de régulation de la santé publique. Quand on a la population qui est suffisamment vaccinée, quand la vaccination progresse, il faut tirer des avantages au plan des libertés de cette vaccination. Si on fait vaccination massive, plus retour au confinement à cause de je ne sais combien de mouvances qui finalement bloquent. C'est une mouvance complexe. Hein. Comme je dis, c'est composé à la fois de gens qui croient plus rien du système politique, des gens qui refusent les élites, des gens qui versent dans une forme d'obscurantisme, des gens qui sont New Age, certaines communautés culturelles qui ne croient pas au vaccin parce qu'ils sont exagérément religieuses. Il y a différents courants à travers tout ça. Bon. Ça, je pense que si on se retrouve dans cette situation-là, là, on va se retrouver dans une situation où beaucoup de citoyens vont dire, nous, on ne paie pas le prix pour ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Et là, la question du passeport sanitaire va s'imposer dans le débat public. Et m'y opposerais-je comme d'autres y opposeraient-je? Je pense que quoi qu'on en pense, à ce moment-là, il risque de s'imposer. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'à partir du moment où on en a parlé récemment, quand la logique du passeport sanitaire s'installe, eh bien là, elle peut s'appliquer à bien d'autres relations sociales. Donc, si on veut éviter de basculer là-dedans, quoi qu'on en pense, parce que ce serait c'est presque inévitable. C'est-à-dire, si on veut pas de confinement, mais on n'est pas assez vacciné, on imagine que cette mesure-là va apparaître. Là, ça, c'est une société très tendue, c'est une société polarisée, et c'est une société qui ne sortira de la pandémie, finalement, que pour entrer dans une logique de polarisation encore plus grande. Parce qu'il y a seulement 5% d'anti-vaccins, on serait probablement déjà sorti de ça. Le problème, c'est qu'à certains endroits, c'est 30 et 40% où là, ça commence à nous rendre pas mal plus vulnérables. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. À demain. Bye bye. Salut. Voici Audrey. Audrey dort bien la nuit. Elle ne s'en fait pas avec l'argent qu'elle a mis à la banque. Et elle ne se demande pas non plus ce qui arriverait avec cet argent si sa banque devait fermer. Elle sait qu'il est protégé par la SADC. La Société d'assurance dépôt du Canada protège automatiquement votre argent quand vous le déposez auprès d'une institution membre. Dors bien, Audrey. Ton argent est en sécurité. Cherchez notre cadenas mauve sur la porte de votre banque et apprenez-en plus. Une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. La toute nouvelle Honda Civic 2022 est arrivée et il y a tellement de raisons de l'aimer. Un intérieur plus spacieux et des vues plus vastes sur la route? Oui. Des technologies avancées au bout des doigts? Oui. Des caractéristiques de sécurité innovantes qui rendent notre monde un peu plus sécuritaire? Oh oui. La voiture la plus vendue au pays depuis 23 ans en offre plus que jamais. Dites oui à une toute nouvelle génération de Civic. Dites oui à la toute nouvelle Honda Civic 2022. Visitez votre concessionnaire Honda du Québec pour en savoir plus. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. C'est en studio aujourd'hui qu'on reçoit Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Content de te retrouver. Grand bonheur aussi. En personne. Et on parle aujourd'hui du débat sur l'immigration et du français qui risque de ressurgir à l'automne. Alors c'est le fruit de quelques observations au fil des derniers temps. C'est-à-dire pendant longtemps, parler de politique au Québec, ça consistait à savoir si on était dans le camp du oui ou dans le camp du non. On était souverainiste ou fédéraliste. Il y avait à l'intérieur même de chaque famille des nuances. Souveraineté, partenariat, pas partenariat, trait d'union, pas trait d'union, fédéralisme renouvelé, Trudeau, pas Trudeau, constitution signée, pas signée. Bon. C'est une conversation qui a un peu dépéri. Je m'en désole, mais c'est ainsi. Et pendant un temps, la question nationale avait presque disparu du registre politique. Et là, elle est réapparue depuis le milieu des années 2000 autour de la question identitaire, les accommodements, ainsi de suite, les accommodements religieux, le multiculturalisme. Mais inévitablement, elle devait nous conduire à la grande mutation qui est à l'origine de ces questions qui surgissent partout, c'est celle de l'immigration. Il y a une espèce de point de vue obligatoire dans l'espace public pendant longtemps, c'est sur l'immigration, il y a un point de vue légitime, c'est toujours plus. Il en faut toujours plus. Monsieur Parizeau dit en 2008, au moment de la sortie de Bouchard-Taylor, une formule qui marque, mais qui est vite oubliée. Il dit ça existe la notion de trop.
C'est-à-dire qu'il est possible qu'on en reçoive trop pour nos capacités d'intégration. J'entends déjà des dents qui grincent. Là, bien sûr, surtout du milieu patronal qui rêve d'avoir d'une main-d'œuvre à bas salaire et d'une partie de la gauche altermondialiste, internationaliste qui considère que les frontières sont de trop. Mais là, c'est de fruit de conversations nombreuses. Alors, je me fie ici à la manière de rapporteurs de conversations, sans jamais donner le nom des gens à qui ça fait référence, évidemment. Ce qui me frappe depuis quelque temps, c'est que la question de l'immigration, et pas seulement dans un point de vue économique, mais de son lien avec le français, de son lien avec la survie du peuple québécois, de son lien avec notre capacité d'intégration, de ses effets politiques, c'est-à-dire le détachement progressif de Montréal et de Laval de l'ensemble du Québec, le fait que le Québec vit une forme de partition implicite aujourd'hui à travers ça sur le plan politique, ses effets sur la question nationale à long terme, si jamais on devait à nouveau se poser la question de l'indépendance, cette question-là ressurgit au fil des conversations. Elle est présente dans l'opinion publique, mais elle ressurgit au fil des conversations aujourd'hui et à la manière du sujet fondamental à propos duquel on ne pourra que chuchoter. C'est-à-dire que c'est tellement la question qui nous vaut inévitablement des insultes racistes, xénophobes, intolérants, islamophobes, fermés, pas ouverts. Et pourtant, la question centrale, donc il y a tout un espèce de dispositif d'inhibition, de censure autour de cette question. Mais la réalité des choses, c'est que le Québec intègre de moins en moins. Il n'a jamais très bien intégré, on n'a pas la force pour nous. Mais on intègre encore moins bien qu'on intégrait auparavant. Et le discours public dit un peu le contraire. Et là, je pense que dans cet écart entre ce qui est confessé privément et ce qui peut être dit publiquement, et pire, ce qui doit être dit publiquement, quelquefois on va dire le contraire de ce qu'on pense en privé pour envoyer des signes ostentatoires de vertu. Oui. Eh ben ça, je le vois, cette question-là de l'immigration et de ses effets sur la question de la culture, de la langue, de l'identité, elle ressurgit dans les conversations avec des gens qui, je le précise, ne sont pas des égarés de je ne sais quelle mouvance identitaire extrême. Ce sont des gens, des nationalistes modérés souvent, des gens qui sont à la CAQ, au PQ, au Parti conservateur, au Bloc québécois, dans différentes tendances, des gens qui sont pas comme moi, des ardents indépendantistes qui pensent à ça tous les jours. Et là, je vois surgir cette préoccupation sur le fond de la question identitaire et à travers ça, qu'est-ce qui renaît? C'est la forme première de la question nationale. Allons-nous survivre comme peuple? C'est ce qu'on appelait la survivance. Eh bien, elle rejaillit aujourd'hui à travers la question de notre capacité intégrée. Parce qu'il y en a qui vont voir ça, dire, bon, un groupe de Blancs qui se réunissent et là, les langues se délient pour parler de trop d'immigrants, vont voir ça comme étant le racisme caché, le racisme systémique. Alors, oui, ben ça, c'est fascinant. On va effectivement, aujourd'hui, avec cette espèce d'obsession raciale, eh bien, on réduit les gens à leur couleur de peau, très souvent. Et on pourrait simplement dire que dans un pays qui, globalement, à ce qu'on en sait, là, moi, je pense pas dans ces termes-là, mais si on veut à tout prix mettre ça, on est encore plutôt un pays où les gens sont blancs généralement. Bon, si c'est un objet de reproche, faut qu'on nous le dise. Sur le fond des choses, on peut dire simplement des Québécois de différentes sensibilités politiques, avec des origines quelquefois plus complexes qu'on ne le croit, avec des gens qui ont des parcours intellectuels, des parcours de vie beaucoup plus complexes qu'on ne le croit, et qui finalement en arrivent à se dire que pour que le peuple québécois non pas se ferme à l'autre, c'est pas ça l'idée. Les Québécois ont été capables au fil de l'histoire de transformer en Québécois des gens qui venaient de Kabylie, d'Italie, qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Amérique du Sud, qui venaient de Finlande. On a réussi, mais pas tant que ça non plus. Et je pense que c'est simplement aujourd'hui cette espèce de nécessité de transformer la question de l'immigration en sujet normal. En sujet normal, c'est-à-dire un sujet qui devrait être ni sous le signe du tabou, ni sous le signe de l'espèce de passion brutale, là, comme on peut le voir quelquefois quand ça dégénère. Non, discuter raisonnablement de notre capacité intégrée et ne plus limiter la question de l'immigration à la seule dimension dite économique, l'intégrer dans sa dimension culturelle, dans sa dimension identitaire, ses effets politiques. Je pense qu'il est temps de penser de la question de l'immigration massive comme ça. Et surtout, je vois autour de moi des tonnes de gens, et pas seulement autour de moi, c'est une conversation qui est chuchotée en ce moment, mais qui tôt ou tard se traduira politiquement, parce qu'on comprend bien qu'à travers ça se joue la question de notre avenir comme peuple. Mais est-ce qu'au niveau politique, ça ébranle ça aussi, parce que même un parti politique qui dit, moi je vais œuvrer pour la majorité, qu'une majorité de gens disent, nous on veut contrôler, qu'il y ait moins d'immigration, ou une immigration qu'on la stabilise, sachant ce que qu'on peut recevoir ensuite comme volée de bois vert, que même les partis qui veulent œuvrer pour la majorité iront pas là parce que c'est trop coûteux. C'est ce qui s'est passé depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'on sait que la majorité des Québécois veulent des seuils plus bas. Et ils souhaitent pas un moratoire, mais ils veulent des seuils clairement plus bas. En ce moment, on a deux partis qui se sont commis politiquement sur cette question. On a le Parti québécois qui a dit explicitement dans le débat sur le français qu'il fallait baisser les seuils. Ça, on a tendance ces temps-ci à traiter le PQ comme quantité négligeable, mais la proposition du PQ sur la question linguistique, donc cégep français plus baisse de l'immigration, c'était sérieux. La CAQ l'a fait à sa manière. Ils ont défié le dogme aux dernières élections en disant qu'elle allait baisser pour 2 ans à 40 000 avant de remonter ensuite. C'était pas grand-chose, c'était une baisse cosmétique.
Mais néanmoins, le signal était envoyé qu'il fallait baisser, il fallait casser le dogme du toujours plus. François Legault avait aussi dit, on s'en souvient, aux dernières élections, qu'il fallait baisser les seuils pour que dans 50 ans, nos petits-enfants parlent encore français. Ah, il a osé dire ça, on l'avait bombardé symboliquement pour ça. Il s'était tenu debout. Là, il s'est tenu debout devant le patronat en disant qu'il voulait pas une immigration sur le signe du cheap labor. Il voulait une immigration avec des salaires qui permettaient de participer à l'enrichissement économique du Québec. Donc, à travers ces déclarations, ces prises de position nombreuses, de ces conversations chuchotées qui relèvent d'un malaise qui ne devrait pas être un malaise, mais simplement une préoccupation légitime dans l'espace public, ce qui se joue, je crois, c'est la construction d'une réflexion politique sur notre capacité d'intégration. C'est la question inavouée depuis longtemps. On se réfugie au Québec souvent en disant faut pas parler des seuils, il faut parler de la francisation. Mais oui, la francisation se fait pas dans le vide. On francise pas des robots, on francise pas des êtres indéterminés. À partir d'un certain seuil dans des populations, il y a un effet de masse. Et là, ce qu'on voit à Montréal, en fait, aujourd'hui, c'est qu'en fait, les francophones eux-mêmes tendent à s'assimiler de nouveau. Les jeunes générations, chez les francophones, des Dessureau, des Côté, des Tanguay, des Touchouettes, des Picards, on peut multiplier les noms, s'anglicisent aujourd'hui. Au début, ils s'anglicisent dans une forme de franglais un peu étrange. C'est la querelle des dernières années. On se rappelle des Dead Obies et tout ça. Mais là, comment ça se franglise aujourd'hui? C'est que le français devient une langue sur deux. Or, dans l'environnement linguistique, dans l'environnement continental qui est le nôtre, si le français est une langue sur deux, c'est que la prochaine étape, c'est que le français soit une langue résiduelle, folklorique, dont on parle. On la parle avec grand-papa, grand-maman, on la parle quand on retourne en région, mais ce n'est plus la langue du pouvoir. On est en transition. Oui, exactement. Le bilinguisme institutionnel ou le bilinguisme culturel au Québec, ce n'est pas durable. C'est un stade de passage vers l'anglicisation. Et le fait est que on peut se dire, puis tout le monde le dit, mieux vaut être bilingue sur le plan individuel, évidemment, mieux vaut parler le plus de langues possible. Mais sur le plan collectif, on est en train de perdre le pouvoir linguistique. Et c'est pour ça que là-dessus, il y a une distinction à faire entre le pouvoir et les droits. Les francophones auront probablement pendant très longtemps encore des droits, comme les Acadiens, non, comme les Franco-Ontariens, ça d'en avoir. Des droits, c'est possible, mais le pouvoir, c'est pas la même chose. Le pouvoir, c'est de déterminer les paramètres de l'action collective, c'est de déterminer les normes, c'est de déterminer la référence. Si le français n'est pas au pouvoir au Québec, il est inévitablement condamné à la régression. Et ça nous ramène à la dimension démographique, l'inavouable question démographique, l'inavouable question des seuils. Si on ne l'aborde pas franchement, un jour, il sera trop tard. Et je pense que ce trop tard, ils sont de plus en plus nombreux à l'extérieur des milieux traditionnellement préoccupés par ça. Il y a des milieux qui pensent à ça souvent. Mais là, je pense, je le constate en fait, que dans des milieux où cette question-là était soit réel mais secondaire, soit périphérique, soit inspirait même une espèce de franche méfiance. Là, on voit des points d'interrogation naître sur des têtes autrefois qui semblaient tout à fait certaines. Il y a quelque chose d'intéressant qui se joue. On va suivre ça parce qu'effectivement, on n'a pas fini de parler de ce dossier, de ces inquiétudes. Faut croire à micro fermé de beaucoup de gens à la maison sur ce qui se passe avec tout ça. Merci beaucoup, Mathieu. Courage et persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez d'un bonus à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Nouvelle dans le monde des médias assez intéressante, alors que Stéphane Bureau est en quelque sorte blâmé pour une entrevue avec Didier Raoult. Là, on sait ce personnage si controversé qui on faisait la promotion de l'hydroxychloroquine pendant la pandémie et tout ça, a mis des doutes sur le vaccin. Et une entrevue de 42 minutes avec lui a mené à une plainte du magazine Québec Science déposée en mai dernier. Et finalement, l'ombudsman de Radio-Canada, Pierre Champoux, juge que cette entrevue-là enfreint les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Ouais, en fait, c'est une histoire assez singulière parce que le bureau fait un entretien avec Didier Raoult et le contredit et lui pose des questions.
mais n'est pas, je dirais, discourtois avec lui, n'est pas insultant, n'est pas en train de faire son procès. Il le confronte, il le critique, mais il ne le traite pas comme un infréquentable qu'il aurait évité simplement pour le maudire. Donc, dans le langage contemporain, on se rappelle, ça a fait toute une petite controverse. Là, des gens disaient comment peut-on l'inviter, comment ose-t-on l'inviter, on ne devrait pas l'inviter. Bon. Et là, dans les faits, ce que ça nous dit que dans une certaine partie de l'élite médiatique, certaines personnes ne peuvent être invitées qu'à condition qu'on les accueille sans respecter les codes élémentaires de la courtoisie. Il faut faire le typique dîner de con, sinon c'est pas permis. Oui, exactement. Or, on peut avoir de grands désaccords avec Raoul, puis manifestement, on a eu l'occasion de se le dire, toi et moi, en studio. Moi, au micro, au tout début de la pandémie, comme tout le monde, je l'écoutais, je disais, il voit peut-être des choses que d'autres voient pas. C'est pas un demi-lettré, c'est un homme qui a une vraie compétence. Ensuite, il s'est trompé. Bon, ben d'accord. Mais le fait est qu'au fil des événements, on cherchait quand même à comprendre le point de vue qu'il exprimait. Bon. Or, là, c'est donc premier point, le refus élémentaire de la courtoisie. Alors que Bureau, je le dis, a posé des questions critiques. Deuxième élément, mais ça, c'est là que ça devient drôle, pour ne pas dire absolument comique, c'est que si on devait appliquer les critères proposés par l'Ombudsman pour chaque entrevue qui se fait d'une complaisance extrême, une complaisance gênante dans la radio-télévision fédérale, lorsqu'on décide de parler du racisme systémique, du privilège blanc, de la pénurie de main-d'œuvre, lorsqu'on décide de parler de les territoires non cédés, de la décolonisation. Non, mais l'Ombudsman travaillerait, je dirais, à temps plein à simplement gérer les plaintes qui arriveraient à la tonne. Donc, ce qu'on comprend, c'est que finalement, soit l'Ombudsman, là-dedans, plus largement la société d'État, n'imagine pas la possibilité que certains discours qui, lorsqu'ils sont présentés, mériteraient d'être critiqués, selon des exigences. Alors, en fait, ils sont pas capables d'imaginer, on va avoir des exigences très élevées pour Raoult. Bon, on va les avoir aussi pour quand on parle du livre Fragilité blanche de Robin DiAngelo, ou on va les avoir aussi quand on fait d'autres entrevues. Sinon, c'est du deux poids, deux mesures. C'est sûr que, Mathieu, sur le dossier, à certains endroits, des territoires non cédés où tous les historiens s'entendent pour dire que tel, je dis pas dans tous les cas, mais des cas où c'est historiquement totalement faux. Et ça peut rouler sans aucun problème des entrevues, sans que ce soit contredit, parce que on a pris ça comme une vérité, puis on veut pas ébranler cette colonne-là. Là. Ah ben, t'as absolument raison. T'as tout à fait raison de dire, c'est probablement les meilleurs exemples. Tout comme la théorie du racisme systémique. C'est-à-dire là, il faut quand même, si on prend la peine de l'étudier, ça se peut qu'on en soit convaincu après coup. C'est pas mon cas, mais ça se peut qu'on le soit. Mais là, lorsque c'est présenté comme une évidence, et lorsque la seule question s'est posée aux hommes politiques, aux leaders politiques, c'est pourquoi vous la reconnaissez pas? Pourquoi vous reconnaissez pas ça comme c'était? Pourquoi vous reconnaissez pas que la Terre est ronde? Et pourquoi vous reconnaissez pas que 2 + 2 = 4? Alors là, c'est assez fascinant. Donc, autrement dit, il y a toute une série de théories qui sont fourguées à Radio-Canada régulièrement, sans la moindre gêne, sans le moindre souci. Et là, ça passe sans aucun souci. Or, là, on a probablement, Bureau, soyons honnêtes, je pense que c'est un des, sinon le meilleur intervieweur au Québec. Il est d'une vraie... je pense qu'on a une classe à part, le bonhomme. Oui, ben on peut pas dire, je veux dire, c'est quelqu'un de respecté à Radio-Canada, qui a une longue carrière, je veux dire, qui a pas fait peut pas dire qu'il a fait beaucoup de faux pas, Stéphane Bureau, là, donc... Non, mais c'est un esprit libre, en fait. C'est un esprit libre. On n'est pas... en fait, j'allais dire, on n'a pas à être toujours d'accord avec lui, mais je serais curieux de savoir ce qu'il pense. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même... On devine sa sensibilité quelquefois par certaines questions, certaines invités, mais sur le fond des choses, on est devant quelqu'un qui a une vraie liberté intellectuelle, qui a interviewé au fil du temps des figures tout à fait contrastées, qui a été capable, on se rappelle de son émission dans Autant de Contact, où il interviewait les plus grands. On écoute ces grandes entrevues qu'il fait, je sais, bien entendu, la grande entrevue du samedi fin d'avant-midi, début d'après-midi. Bon, alors on est quand même devant une figure particulière, d'une classe à part. C'est-à-dire, à tout le moins, ça peut être un modèle pour d'autres. Or là, décider de le rabrouer, donc de chercher à l'humilier publiquement, ce dont la société d'État devrait se rendre compte, c'est que là-dedans, ce qui se passe, c'est que c'est elle-même qui dévoile ses biais idéologiques, c'est elle-même qui dévoile son 2 poids, 2 mesures, c'est elle-même
qui invite finalement ces intervieweurs de référence à pratiquer la discourtoisie, à pratiquer finalement ce que tu as appelé tantôt le dîner de con avec les invités qui choquent un petit milieu. Et encore une fois, j'y reviens. Bureau n'a pas traité Didier Raoult à la manière d'un prophète. Il l'a pas accueilli à la manière de merci. Vous êtes celui qui dit la vérité quand tous les autres disent le contraire. Et tout simplement, pour être capable de comprendre un peu ce qu'il avait en tête, de comprendre sa vision des choses, il y avait le souci minimal, tout simplement, de ne pas l'accueillir avec un bâton de baseball en disant « Voulez-vous placer votre tête ici, s'il vous plaît, que je puisse tester mon bâton? » Donc là, on est devant une scène qui est, à mon avis, un peu loufoque. Et je pense que plusieurs, depuis hier, se disent que cette condamnation, ce blâme, en fait en dit plus sur la société d'État que sur Stéphane Bureau. Mais est-ce qu'il y a une ligne au niveau du... à un moment donné, on devient un personnage qui n'est vraiment plus apte à être invité. Là. On pense à certains conspirationnistes au Québec où tu dis leur présence en ondes, là, on s'en fout. Là. Ils ont perdu par le ridicule de leurs propos disons, le droit d'être en ondes ou l'intérêt public d'être en ondes. Est-ce qu'à un certain moment, au mois de mai, Didier Raoult avait atteint ce point-là? Non, je pense pas un instant. Non, mais les conspirationnistes, il y en a, là. Ça existe. Or, le type, on peut être en désaccord complet avec sa lecture de l'épidémie, on peut être en désaccord avec sa manière de penser la gestion de l'épidémie, on peut évaluer autrement que lui l'impact de la COVID sur nos sociétés, la manière d'affronter ça. Tout ça fait partie de la délibération publique. Mais jamais Didier Raoult n'a été, me semble-t-il, une figure à ce point sulfureuse, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, qu'il aurait mérité l'opprobre. Ensuite, comme je dis, on peut être en désaccord. Manifestement, on regarde ça un an après coup, là, un an et demi après coup, puis il se trompait. OK, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le fait qu'un homme qui n'est pas non plus, pour le dire en bon québécois, un deux de pique, se soit trompé, ou à tout le moins, globalement, son analyse n'a pas été confirmée par les faits. Ça ne veut pas dire qu'on doit le traiter ensuite à la manière d'un pestiféré. Ensuite, il y a quand même des nuances à faire. Le Raoult tout récemment a plaidé il a dit qu'il était favorable à la vaccination pour les soignants, et ainsi de suite. Donc, en faire une espèce de type qui serait anti-vaccin fondamentalement, il y aurait quand même des nuances à faire. Ensuite, on nous dira oui, mais les gens qui s'inspirent de lui sont pas éclairés. Oui, mais à ce compte-là, si on doit toujours bannir quelqu'un à cause des vocations et des émois qu'il suscite chez ses partisans les plus bêtes, on va finir par bannir beaucoup de gens dans l'espace public. Donc, on devrait peut-être juger les gens par partir de leur discours, de ce qu'ils disent, de leurs propos, de la correspondance entre leur analyse et les faits. Ensuite, on peut être en désaccord complètement avec ce qu'ils disent. Mais si on dit oui, mais vous suscitez dans les marges lointaines, vous êtes le médecin gourou des complotistes. Et si lui vous dit, moi je suis pas complotiste une seconde, voilà mon analyse, répondez sur A, B, C, D, dites-moi là où j'ai raison, là où j'ai tort, et puis on en débattra. Mais surtout, j'y reviens. Est-ce que pour interviewer des personnages dits controversés, il faut laisser de côté la politesse, laisser de côté simplement la courtoisie? J'ajouterais qu'on est toujours le controversé de quelqu'un d'autre. Hein. Moi, personnellement, il y a toute une série de personnages tout à fait recommandables à Radio-Canada, qui sont tout à fait admirables et qui sont, de mon point de vue, très controversés. Pour moi, Anne-Marie Dussault est une figure très controversée, par exemple. C'est très controversé ce qu'elle a fait. Bon, c'est sûr que lorsqu'elle a reçu Marine Le Pen, elle a fait un travail, disons, elle était plutôt critique, admettons, de Marine Le Pen. Ça paraissait un tantinet. Oui, pour donner d'autres exemples aussi en la matière. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours le controversé de quelqu'un d'autre. Je veux dire, et ça, la notion de controversé, c'est controversé selon les milieux. Je veux dire, dans les milieux souverainistes, un fédéraliste est controversé. Dans les milieux fédéralistes, un indépendantiste est controversé. Ça fait un peu partie de la vie. Oui, mais sûr que tu es un infréquentable toi-même, là, selon plusieurs. Ah ben oui, non, mais moi, sur ça, j'appelle ça, dans mon bouquin sur le politiquement correct, j'appelais ça des techniques d'infréquentabilisation. Comment on rend infréquentable quelqu'un? Normalement, c'est en l'associant à l'extrême droite, au racisme, à la xénophobie. Là, avec la pandémie, c'est en les associant au complotisme et ainsi de suite. Et là, il y a toujours des nuances à faire. Effectivement, il y a des vrais complotistes. On a eu l'occasion d'en parler en ondes, toi et moi. Mais il y a aussi des gens qui se sont fait coller cette étiquette-là parce qu'ils étaient en désaccord soit avec la gestion de l'épidémie, soit ils étaient plus pessimistes sur l'arrivée du vaccin, soit ils n'étaient pas d'accord. Il y a le mot complotiste, on en a abusé quelquefois parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec des mesures sanitaires. Et ça, je pense que ce sont des nuances élémentaires et nécessaires qu'on doit faire. Et surtout, j'y reviens, un espace public sain, un espace public où une diversité de points de vue peuvent être entendus et pas simplement des nuances à l'intérieur du même. Tu aimerais bien donc savoir ce que Stéphane Bureau pense de ce blâme-là, disons, à porte close? Je serais curieux, mais je m'attends pas à ce qu'il le dise. S'il le dit, il faut nous l'apprendre, mais c'est quand même intéressant
Encore une fois, de voir que c'est quand même une figure qui se distingue dans le milieu de l'interview au Québec. C'est une figure qui a, et on cherche à l'humilier ainsi. Comme je dis, je pense pas que c'est lui qui, en dernière instance, va être marqué par ce blâme. C'est plutôt l'ombudsman qui passe une mauvaise journée sur le fond des choses. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Bye bye. Voici Audrey. Audrey dort bien la nuit. Elle ne s'en fait pas avec l'argent qu'elle a mis à la banque. Et elle ne se demande pas non plus ce qui arriverait avec cet argent si sa banque devait fermer. Elle sait qu'il est protégé par la SADC. La Société d'assurance dépôt du Canada protège automatiquement votre argent quand vous le déposez auprès d'une institution membre. Dors bien, Audrey. Ton argent est en sécurité. Cherchez notre cadenas mauve sur la porte de votre banque et apprenez-en plus. Une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez d'un bonus à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Et on rejoint tout de suite Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, on revient sur une troublante histoire cette semaine. On sait que mardi, on a reçu cette alerte Amber qui, était tôt en matinée, ça a réveillé quelques personnes. Et voilà que plus on en sait sur cette histoire-là, plus c'est troublant. On sait que c'est finalement un homme de 21 ans qui aurait enlevé sa sœur à son travail, et tout ça dans un contexte de domination familiale. Ouais, alors là, on comprend là-dessus, et on le comprend assez clairement, que nous sommes ici devant ce qui aurait pu devenir un crime d'honneur. À tout le moins, il semble qu'il y ait une dimension culturelle assez évidente à travers tout cela. Or, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on ose à peine le dire, on le chuchote, on le mentionne discrètement, mais on cherche d'une certaine manière à transformer ça en fait divers, comme si c'était un événement qui ne méritait pas qu'on y réfléchisse, comme s'il s'agissait d'un événement qui n'avait aucune signification sociologique, culturelle, politique. Or, manifestement, nous sommes devant un événement qui nous rappelle que quelquefois, en certaines communautés, il y a des comportements culturels, des codes culturels, une certaine conception de l'honneur, une certaine conception de la femme, qui sont difficilement compatibles avec ce qu'on croit être les grandes valeurs des sociétés libérales et occidentales. Et manifestement, on est devant une histoire qui ressemble à ça. Donc, on comprend que dans certains dossiers qui ressemblent à ça, on va aller revirer toutes les pierres, on va entrer dans le débat public à la grandeur du Québec pour se poser des questions qui sont urgentes là, et tout à fait importantes. Mais dans des cas comme ça, on est mal à l'aise. Étrange pudeur. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, beaucoup, avec raison, je pense que la question de l'émancipation féminine est une des plus grandes avancées. Enfin, l'émancipation féminine est une des plus grandes avancées de notre civilisation, dont on peut s'enorgueillir, dont on doit s'enorgueillir. Et lorsqu'il y a des accros à cette émancipation, on a, avec raison, on s'en indigne, on s'en choque, on se révolte contre ça. Mais là, quelquefois, quand on est devant des pratiques culturelles qui, manifestement, viennent placer finalement deux principes en contradiction. C'est-à-dire, d'un côté, l'émancipation féminine, et de l'autre côté, cette idée comme quoi la diversité serait nécessairement une richesse et qu'il faut s'ouvrir à l'autre et tout le tralala. Et là, quelquefois, ça se confronte. Et ce que l'on constate, c'est que bien des gens, on décide à ce moment-là de faire profil bas, de raser les murs, de se montrer très discret, de peur d'avoir l'air intolérant. On sait que c'est la grande peur de notre époque. Et ce qui fait, pour le dire à la manière de David Santorossa, je crois qu'il disait sur Twitter hier ou ce matin, il disait assez justement que on est dans une époque où plusieurs féministes préfèrent parler de l'écriture inclusive que du contrôle social sur les femmes dans certaines communautés parce qu'elles auraient peur d'avoir l'air, de pas avoir l'air ouverte. Ça nous rappelle, si je peux me permettre, un exemple européen qui lui était beaucoup plus massif pour le dire. Faut se rappeler quand il y a eu les agressions sexuelles de Cologne. Je pense que c'était pour le nouvel an de l'année 2015 à 2016. Des agressions sexuelles massives de la part de migrants sur des femmes.
Et là, on a eu une partie de la gauche européenne qui soudainement a dit voulez-vous arrêter avec votre dénonciation raciste? D'abord, la police a cherché à étouffer l'événement. Ensuite, elle a dit il faut éviter de se préoccuper de ça parce qu'il y a une dimension raciste dans cette inquiétude. Il y a la mairesse de Cologne de mémoire qui avait dit que pour que les femmes se protègent bien, elles n'ont qu'à garder un bras de distance avec les hommes dans la rue. Ça fait penser à la chapelle Pajol à Paris en 2017, pardonne-moi, quand on avait découvert que dans un quartier, à cause de la présence soudaine d'hommes, on disait que des hommes étaient arrivés et les femmes étaient désormais absentes du quartier. Et là, il avait fallu qu'on creuse un peu pour qu'on comprenne que c'était des migrants avec des mœurs culturelles particulières. Ça ne veut pas dire évidemment tous les migrants, ça va de soi. Ça ne veut pas dire toutes les gens d'origine diverse, évidemment. Mais il y avait une dimension culturelle spécifique à ce moment-là. Or, chaque fois que de tels événements arrivent, eh bien, il y a comme une grande pudeur du système médiatique qui, de peur d'alimenter ce qu'il appelle l'intolérance, refuse de nommer la réalité des choses. Ben c'est ça, parce que regarde, même toi tu viens de le dire, là, tu vas dire ben c'est pas tout le monde, il faut le mais pourquoi on sait bien que c'est pas tout le monde là qui va enlever sa sœur dans quelque chose qui peut dériver vers le carrément le crime d'honneur. Bien sûr, ben on dirait que les médias sont sur des gants blancs. Il y a certaines personnes qui veulent préserver une certaine narrative d'un ennemi unique. Et là, les nouvelles qui ne fitent pas dans ça, on les diminue, on en parle moins. Ah, ben t'as absolument raison. C'est que c'est une bonne partie du travail médiatique consiste normalement à distinguer l'événement significatif et le fait divers. Or, on est quelquefois devant des faits divers qui ne sont pas des faits divers, qui sont des faits politiques. C'est-à-dire ce qui se révèle à travers ça, à travers tous les événements qu'on a évoqués, puis on pourrait en évoquer d'autres. C'est une certaine conception de l'honneur, c'est une certaine conception de la dignité, c'est une certaine conception des rapports entre l'homme et la femme. Et c'est une idée comme quoi la place de la femme, dans ce cas-là, est d'être subordonnée à l'intérieur de son clan, respectant les codes de l'honneur, et elle peut déshonorer la famille si elle veut s'émanciper. Elle peut déshonorer la famille si elle veut vivre selon des codes occidentaux. Et là, lorsqu'on veut rappeler cela, l'affaire, c'est qu'on prend la peine de faire ces précisions parce qu'il y a tous les patrouilleurs du politiquement correct qui sont là toujours pour lancer l'insulte de raciste au visage de ceux qui vont simplement nommer ces réalités. Or, nommer une réalité en certains domaines dans nos sociétés, cela relève pour plusieurs de la provocation raciale, du discours haineux. C'est comme si rappeler certains faits, c'était haineux. Or, moi, je pense que là-dessus, il faut, avec toute la prudence qu'il faudra, mais pas plus de prudence là qu'ailleurs par ailleurs, il faut simplement constater que une société exagérément hétérogène, qui parvient difficilement à intégrer ces nouveaux éléments, qui par ailleurs met en contact des codes culturels qui sont contrastés, peut engendrer des types de problèmes particuliers. Bon, ça veut pas dire ensuite qu'on est raciste, qu'on est xénophobe, qu'on est fermé, qu'on veut fermer les frontières. Il faut au moins nommer les choses en face. Or, qui nomme les choses, encore une fois, risque d'être désigné à la vindicte publique comme le vrai problème. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est pas le problème qu'on voit dans la rue, c'est pas le drame qu'on a évité. Le vrai problème, c'est de mentionner ce qui s'est passé parce que ça exciterait l'intolérance. Je note par ailleurs, pour la petite histoire, que quand il y a eu l'alerte Amber, je pense que c'était avant-hier, si je me trompe pas, hier ou avant-hier. Mardi. Il y a eu, donc il y a quelques jours, en fait, on a vu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des gens dire si les Québécois sont en colère de se faire réveiller à cette heure-là, c'est parce que c'est le nom d'une jeune femme d'origine, qui n'est pas canadienne-française, donc ça comme ça. Et là, autrement dit, ils ont profité de cet élément-là pour encore une fois accuser les Québécois de racisme et ainsi de suite. C'est assez lassant, si je peux dire. Mais on y revient. Je pense que la tâche première de l'intelligence médiatique, de l'intelligence politique, de l'intelligence universitaire, même sociologique, c'est de nommer les choses. Ça ne veut pas dire ensuite qu'en les nommant, on veut exciter quelque passion que ce soit, mais nommer le fait qu'il y a dans certaines communautés des codes culturels, il y a une conception de l'honneur qui peut entraver fondamentalement l'émancipation féminine, c'est, me semble-t-il, nommer une évidence, mais cette évidence apparemment est explosive. Ouais, parce que ça revient au problème où on essaie d'avoir des ennemis simples à identifier, là. Et dans le cas de la violence faite aux femmes, c'est compliqué. Et je pense qu'on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps, là. Donc il y a les cas de violence conjugale. On dit là, on en voit beaucoup, là, l'homme qui pète les plombs parce qu'il veut pas se faire laisser, des hommes jaloux qui tombent dans la violence, alors qu'il n'y a pas aucun lien avec culture religieuse
religion, quoi que ce soit. Et ça, c'est un problème, il faut s'y attaquer. Ça veut pas dire que il y a pas, alors qu'on veut diminuer la violence faite aux femmes, d'autres problèmes culturels reliés à des religions, à des cultes, auxquels il faut s'attaquer tout autant, là, mais on n'est pas obligé d'avoir un seul homme violent type qui devient la problématique numéro 1. On peut s'attaquer à tout ça puis au moins essayer de voir tout ce qui peut causer ce genre de gestes violents-là. Ben, c'est le sens élémentaire de la nuance qui est nécessaire à travers tout cela. C'est-à-dire être capable de nommer, de discerner, de nommer les choses calmement, de les nommer spécifiquement. La question de la violence faite aux femmes est une question fondamentale. Je veux dire, il y a quelque chose, il faut jamais oublier, l'homme a le privilège de la force physique. De ce privilège, il devrait normalement se faire un devoir de protection et non pas se donner une autorisation de contrôler, une autorisation de blesser, une autorisation d'agresser. Je veux dire, c'est un privilège dégénéré que celui qui permet d'opprimer. Or, dans les circonstances, il faut comprendre que nos sociétés ont fait un pari qui est tout à fait, mais plus qu'un pari, en fait, c'est une grande étape dans l'histoire humaine, c'est cette idée que l'émancipation féminine ne sera pas une exception, ce ne sera pas un privilège, c'est le déploiement des droits les plus fondamentaux. Les femmes peuvent s'émanciper et nos sociétés sont fondées sur l'idée d'égalité. Bon. Il y a manifestement, à cause des brassages démographiques de notre temps, il y a des sociétés, des civilisations, des cultures où cette évidence pour nous n'est pas vécue comme telle. Bon, le fait est qu'il faut, me semble-t-il, en cela, rappeler quelles sont nos évidences ici, que ceux qui s'installent ici sont appelés dans tous les domaines de la vie à prendre les codes et les mœurs et les normes sociales et culturelles des sociétés occidentales. Ça ne veut pas dire que nos propres sociétés sont parfaites, mais je pense quand même qu'elles sont à l'échelle de l'histoire assez exceptionnelles là-dessus. Elles peuvent s'en enorgueillir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ensuite 1000 choses à corriger, mais on doit non seulement tenir à ces valeurs, à ces accomplissements, mais rappeler à ceux qui se joignent à nous qu'ils ont une vocation d'en prendre le pli, et surtout, si on se retrouve devant des chocs culturels, parce que ça en est, il faut oser les nommer pour chercher à déconstruire ces mœurs qui ne sont pas, qui sont pas compatibles et puis qui entravent l'émancipation féminine. Donc ça, je pense que, pour moi, c'est terrible, hein, parce qu'on doit parler aujourd'hui avec d'infinies précautions de choses qui relèvent pourtant du simple bon sens. Pourtant, ces infinies précautions sont nécessaires pour éviter les accusations malsaines et malveillantes. Ouais, on a vu le gouvernement veut s'attaquer à la violence faite aux femmes. On a vu, j'ai bien aimé la campagne de publicité, entre autres c'est Patrice Robitaille là, qui comédien, qui s'adresse directement aux hommes et tout ça. Ça va être très efficace. On espère que ça va être efficace chez nous. Reste que si on a des problèmes de violence dans certains cas de communautés culturelles, les autres ils écouteront pas Patrice Robitaille là à Radio-Canada ou à TVA le soir. Là. Donc il faut aussi identifier si on a des problèmes, trouver un moyen de s'adresser à eux aussi pour faire de la sensibilisation, et on le fera pas de la même façon pour eux, qu'on le veuille ou non, là. Ben, t'as fait raison. Les interventions ciblées, on nous a expliqué pendant tout le long de la pandémie que pour favoriser le vaccin, la distanciation sociale, les mesures sanitaires dans telle communauté, il fallait des messages ciblés pour s'assurer que telle communauté soit bien, reçoive les messages du gouvernement, des autorités, et ainsi de suite. Bon, d'accord. Mais ça s'applique à tous les domaines de la vie, ça, ensuite. C'est-à-dire, ça s'applique à tous les domaines, cette idée qu'il y ait des... Ensuite, moi, comme je dis, je crois aux sociétés à vocation universelle. Je pense qu'il faut éviter de communautariser, du moins à l'extrême. Mais là, si on a des problèmes spécifiques comme ceux-là, faut pas avoir peur d'avoir une intervention ciblée. Il faut surtout pas avoir l'impression que c'est une forme de colonialisme interne, ou une forme d'ethnocentrisme ou de privilège blanc ou j'en sais rien, d'aller de nommer ces choses et de se dire on va faire une intervention ciblée en telle communauté si on pense qu'il y a des problèmes particuliers. Mais c'est la conscience collective trouble des sociétés occidentales d'aujourd'hui. Elles ont mauvaise conscience, elles se sentent toujours colonialistes, racistes et tout ça. Donc dès lors qu'elles veulent affirmer leurs principes, elles sentent qu'elles piétinent d'autres principes. Me semble-t-il qu'on devrait de ce point de vue faire la paix avec nos propres principes et ne pas hésiter à nommer. Donc dans telle communauté, il faudrait envoyer tel message, tel signal, avoir de tels intervenants pour éviter que des choses comme ça se reproduisent. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est dans le 2 + 2 = 4, mais pour certains, c'est une opération intellectuelle manifestement plus complexe. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end. On se reparle lundi. À lundi.